La chance d'être dans une petite maison d'édition, c'est que j'aime tous les textes que je publie. Dès qu'on atteint un certain volume de publication, c'est compliqué d'aimer tous les textes qu'on publie. Et je pense que c'est important de tous les aimer parce qu'on les comprend mieux, on les défend mieux. Alors j'ai décidé de créer ma maison d'édition vers 2007, tout simplement parce que j'avais un autre métier, c'était pas mon métier initial. J'étais enseignant de philo à la fac et je commençais déjà, alors que j'avais 10 ans de carrière, à ressentir une forme de lassitude provoquée par la répétition et je me rendais compte que sur mon temps de loisir, les soirs et les week-ends, je faisais déjà beaucoup de projets éditoriaux depuis que j'avais 14-15 ans, c'est-à-dire revue de lycée, revue étudiante, et voilà. Donc en fait, je me suis dit pourquoi ne pas faire de mon loisir mon activité principale. Beaucoup d'éditeurs, d'éditrices, de romanciers, de romancières ont oublié un peu que tout doit commencer par la joie de la lecture. Alors, la joie de la lecture, ça peut aussi être une joie purement intellectuelle, une joie sensible, mais ça reste le sentiment principal. La joie, elle passe souvent par le fait d'essayer de retrouver un peu de sentiment de merveilleux au sein du réel. Ce qui fait que c'est une maison de littérature générale, mais on réintroduit en fait des éléments un peu fantastiques ou imaginaires au sein de la littérature générale. Ça définit une ligne assez précise et assez exceptionnelle dans la littérature française. Pas en termes de qualité, mais juste en termes de positionnement. Théoriquement, le métier d'éditeur fait qu'on est tous logés à la même enseigne, c'est-à-dire on est tous des maisons d'édition. D'un point de vue intellectuel, on est censé faire le même travail. Par contre, on est à des échelles de développement économique qui ne sont pas les mêmes, qui fait qu'il y a une sorte de typologie des maisons d'édition qui s'est mise petit à petit en place. Ça commence par les micro-éditeurs. Alors, micro-éditeur, c'est un terme qu'on n'utilisait pas il y a 15-20 ans. Micro-éditeur, c'est souvent, vous n'avez pas de diffuseur, on est en dessous de 200 exemplaires. Ça peut être du livre même imprimé au plomb, à l'ancienne, donc on n'est pas très loin de l'objet de collection. Voilà, ça c'est de la micro-édition. Ça s'est développé beaucoup sur les 20 dernières années. Après, il y a les petits éditeurs. Alors, petits éditeurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont petits par leur texte, ils sont petits par leur voilure économique. Les petits éditeurs, souvent, ont quand même un diffuseur, peut-être un petit diffuseur, mais ils ont un diffuseur et ils sont souvent entre 5 à 10 titres par an. Ils sont, comment dire, ils ont des ventes très variables entre 800 et 3000. Voilà, ça c'est un petit éditeur. Techniquement, Les Forges, c'est un petit éditeur. Alors, il y a un autre terme qu'on emploie de temps en temps, c'est éditeur indépendant, mais je trouve que c'est un terme qui est très trompeur, parce que techniquement, Gallimard est un éditeur indépendant, parce qu'à 90%, Gallimard est possédé par Gallimard. Actes Sud est un éditeur indépendant, parce que Actes Sud est possédé par... c'est du capitalisme familial. Donc le terme n'est pas très très juste. Et il n'est pas très juste parce que, en fait, il désigne quelque chose d'économique et aussi quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire, on dit, on peut avoir une approche indé de la littérature. Donc il y a parfois des labels dans les grands groupes. Donc on appelle parfois des maisons intégrées, c'est les maisons qui sont possédées par des grands groupes, qui en fait ont un certain esprit d'indépendance dans ce qu'elles font. C'est même leur mission, faire de la littérature un peu alternative, mais effectivement, d'un point de vue économique, elles sont complètement intégrées. Alors la raison pour laquelle j'ai décidé de publier le roman La nuit je vole de Michel Astrud, c'est que Michel Astrud, c'est une autrice récurrente du catalogue. C'est-à-dire que j'avais déjà publié 2 de ses romans. Et c'est toujours délicat parce que quand on reçoit le manuscrit d'un auteur qu'on suit depuis un certain nombre d'années, on a toujours peur un jour de devoir lui dire non, parce qu'il nous envoie, ou elle nous envoie, un manuscrit décevant. Et en fait, quand j'ai reçu le manuscrit, je l'ai lu tout de suite, et je me suis dit, non, c'est toujours un très bon manuscrit, et donc c'est suite à ça que j'ai décidé de le publier. Surtout qu'en fait, l'idée, c'est aussi d'aider une autrice à déployer son talent et un talent de plus en plus vaste. Chapitre 2. À peine éveillé, je frissonne, je soupire, je souris. Je m'étire les bras grands ouverts en forme de croix, les yeux toujours fermés. Une mouche bourdonne, un bruit de cloche monte de la vallée, non pas grave et monotone comme celui des églises. Je reconnais un carillon pur et joyeux. Il s'écoule de ces jolis grelots qui se balancent au cou des vaches brunes et trapues parcourant les alpages. Le matelas est si grand, il s'incline doucement vers l'avant, se gondole sur les côtés. Mes pieds nus se noient dans l'herbe trop haute, humide de rosée. Un pinceau de soleil effleure ma joue, descend le long de mon épaule.
Je reconnais cette chaleur orangée, cette douceur pénétrante. Au comble du bonheur, de la béatitude, j'ouvre lentement les yeux sur un ciel immense, d'un bleu pur, tacheté de triangles blancs qui volettent et se balancent au gré des courants d'altitude. S'accrochent à leur base de minuscules petites silhouettes noires, de petites pattes, des corps trapus, des bras crispés aux coudes repliés. Ce ne sont pas des papillons, non, ni des oiseaux de proie, mais des insectes lourds au vol maladroit. Je les entends parler de très loin, très haut, un ronronnement inutile. Le groupe d'ailes volantes s'approche, me survole et tourne lentement au-dessus de moi. Alors La nuit je vole est très très représentatif comme roman de la ligne des éditions Forges de Vulcain. Tout d'abord il y a une histoire qui est très simple. Une femme découvre qu'elle vole pendant qu'elle dort, et donc c'est des questions très classiques de récits de super-héroïsme, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire de mon pouvoir, d'où vient-il, quel est l'usage moral que je vais faire de mon pouvoir. Après, il y a cette vraie langue qui est liée à l'esthétique de cette autrice, qui est très en retenue, qui est très intime, qui est très délicate. Ces trois critères font que, pour moi, c'est un livre parfait pour les forges. Et le quatrième petit critère, qui est le bonus, c'est cette introduction du fantastique dans la littérature générale. Mon ambition n'a jamais été de travailler dans l'édition. Mon ambition, c'est de faire des livres, de faire des beaux livres, de participer à la conversation collective par les livres, ce qui fait que j'essaye de ne jamais perdre de vue cette finalité dernière, même si je sais qu'il y a plein de contraintes très très pratiques qui sont commerciales ou techniques. Puisque c'est l'autre évolution du marché, c'est que maintenant on a un marché très atomisé, où il y a plein de petites maisons d'édition, toujours très créatives avec des textes intéressants, mais c'est des textes qui se diffusent peu et dont les ventes moyennes sont rarement au-delà des 800 exemplaires. Donc c'est ça la difficulté, c'est-à-dire que les petites maisons apportent un surcroît d'âme parfois par rapport à l'industrie de l'édition, mais elles ont du mal à se massifier. Or, c'est un métier qui est à la fois intellectuel et commercial, c'est-à-dire que notre métier principal, c'est de trouver des lecteurs et des lectrices pour des textes. Il ne suffit pas de sortir des bons textes, il faut qu'ils aient des lecteurs et des lectrices derrière.